Bonsoir, bienvenue sur Noah pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Une invitée ce soir pour nous accompagner, il s'agit de Nathalie Delattre. Bonsoir. Bonsoir, sénatrice de la Gironde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors nous allons revenir ensemble sur l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, une actualité marquée par la tenue du salon Vinexpo à Bordeaux. La question vous intéresse puisque vous êtes viticultrice par ailleurs. Le salon a été marqué cette année par la présence grandissante des vins biologiques en Gironde par exemple. On espère d'ici 2025 atteindre les 25% de vignes bio. Est-ce que l'avenir du vin passe par là, selon vous, Nathalie Delattre ? Alors effectivement, il y a une très forte demande. Donc une grande partie du vignoble mutera en vin bio, mais les viticulteurs, tous les viticulteurs ne souhaitent pas passer en bio. Mais par contre, parce acquérir des contraintes, effectivement, mais aussi on traite le vin bio avec du cuivre, donc certaines réticences par rapport à ce cuivre dans la terre, et plutôt atteindre le HVE3, c'est-à-dire la certification haute valeur environnementale, qui est quasi comme du bio, mais sans en avoir peut-être effectivement toutes les contraintes. En tout cas, le monde du vin et des spiritueux semble avoir pris conscience de l'importance du bio pour la nature, mais aussi pour le commerce. Dans la région de Cognac, la plus grande maison de négoce annonce vouloir bannir les pesticides d'ici 2028. Pour verdir sa marque, elle propose des ateliers techniques et pratiques à ses viticulteurs partenaires. On regarde. Une machine qui représente peut-être l'avenir d'une viticulture plus propre sur de grosses exploitations. Explication. Le robot avec les lames bineuses que vous avez vues, il va venir remuer cette terre, passer dessous les racines, retourner les mottes telles que vous voyez là. Et le soleil et le vent qu'on a aujourd'hui vont faire le travail. C'est le soleil qui va désherber. Donc ça va limiter l'emploi de... Donc ça va nous aider vraiment à limiter l'emploi d'herbicides. La plus importante maison de négoce de Cognac organise toute la semaine des ateliers techniques pour ses 1600 viticulteurs partenaires. Objectif, plus d'herbicides d'ici 2028. On cultivera un soudran avec une machine à la place de désherber et ça évitera de passer beaucoup de fois avec des bêches et tout ça. Je pense que ça sera plus simple. Maintenant, elle n'est pas au point et laissons faire les choses. La limitation des herbicides, c'est une autre étape, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la région, donc c'est des nouveaux challenges et c'est aussi des nouvelles problématiques qu'on n'a pas été habitué jusqu'à présent à traiter. On voudrait en tant que consommateur aussi que tout aille très vite, mais voilà, il faut que les choses se mettent en place. On fait déjà des efforts aussi pour essayer de les réduire, même si on ne peut pas encore tout enlever. Pour y parvenir, la marque va accompagner les viticulteurs avec toute une série de mesures. Nous allons aider nos viticulteurs pour compléter les dossiers d'aide pour les investissements. Ensuite, un deuxième pilier qui est le dossier, on va dire, économique, c'est nos prix d'achat que nous avons fait évoluer de manière significative. Cognac est l'une des régions viticoles les plus gourmandes en pesticides. Avec cette annonce, Ensi, qui détient 50% du marché, souhaite inverser la tendance. Nathalie Delattre, véritable prise de conscience ou tout simplement coup marketing de la part de cette grande maison de Cognac ? Non, je pense que c'est une nécessité. Il y a une poussée sociétale. Et je suis très contente, effectivement, que le Cognac suive l'exemple de la Gironde. Nicolas Hulot pointait dernièrement dans une émission le fait que la Gironde était exemplaire en la matière, avait pris le virage au bon moment. Et c'est vrai que nous avons fait des émules, et je le vois par rapport à ce reportage. Mais comme le disait très justement un viticulteur, c'est vrai que le glyphosate est apparu à un moment où il y avait une volonté de faire de la production, être productiviste, et puis améliorer aussi le quotidien des agriculteurs, le progrès humain et de ne pas avoir des tâches répétitives. Donc c'est vrai que ça a été un modèle économique et humain. On s'aperçoit que ce modèle était dangereux. La prise de conscience est certaine dans la filière viticole. Ça touche les viticulteurs, leurs familles. Donc ça répond aussi à leurs demandes. Et simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question n'est plus est-ce que l'on va faire ou l'on ne va pas faire. Ça, je crois que les citoyens doivent être convaincus de la volonté de la filière de se sortir du glyphosate. C'est quand ? Aujourd'hui, la question, c'est quand. Et c'est vrai que quand on voit ces machines, ça a un coût. Et donc, il faut accepter que les viticulteurs qui viennent d'être grêlés, gelés durant 2 ans, qui ont quand même aussi des frais par rapport à ces aléas climatiques,
puissent avoir le temps de pouvoir reconstituer leur épargne pour investir et aller encore plus loin contre effectivement le glyphosate ou la lutte. Alors c'est une préoccupation pour les viticulteurs, pour les citoyens aussi. La question donc, du glyphosate est en ce moment au cœur d'un intense débat. Un rapport sur ce produit vient d'être publié par des sénateurs et partout en France, des citoyens veulent en avoir le cœur net. Sont-ils contaminés par ce pesticide? Des tests d'urine peuvent être réalisés. On regarde le reportage et on en reparle juste après. Tu vas te déshabiller à côté, ensuite tu passes à l'huissier derrière toi là-bas. On les appelle les pisseurs involontaires. Ils étaient 50 à s'être levés tôt ce matin. Oui, il faut être à jeun depuis minuit, je crois. Bon, ça allait. Bon, on se lève à 6h30, donc ça va. Votre peignoir, juste pour vérifier que vous n'avez rien sur vous. Un protocole très strict encadre cette campagne glyphosate. Un huissier y veille. On vérifie que les personnes qui vont faire le prélèvement sont bien uniquement en sous-vêtements et qui n'ont rien sur eux pour effectuer le prélèvement. Et ensuite, on enverra tout ça. On assure également l'envoi au laboratoire pour qu'il n'y ait aucune contestation possible. Les premières urines matinales recueillies dans des éprouvettes vont être envoyées dans un laboratoire allemand. Les analyses réalisées dans d'autres régions et dans les mêmes conditions ont toutes révélé la présence de glyphosate, ce pesticide très controversé actuellement. En Limousin, on a tendance à penser qu'on serait un peu tranquille. Et quand on entend parler de glyphosate partout, du coup, j'ai envie de savoir combien j'ai dans les urines et puis après avoir la suite, le taux. Et voilà, ça c'est un peu inquiétant tout ça. Vous attendez à avoir du glyphosate, vous, dans vos urines ? Probablement, même si j'ai plutôt un mode de vie assez sain, je mange bio, etc. Mais il n'y a pas de raison. Si vous avez un toxique qui imprègne très largement une population, même si ses effets sont relativement rares, eh bien, on peut s'attendre à des dégâts. Donc c'est ce que l'on veut montrer, parce que les autorités sanitaires ne le font pas. Le résultat des analyses est prévu mi-juin. Les participants pourront porter plainte contre les fabricants de glyphosate, mais aussi ceux qui en ont autorisé sa vente, comme l'Union européenne. Alors un rapport du Sénat sur le glyphosate, ou plutôt sur les évaluations des risques des agences sanitaires, a été dévoilé dans la semaine. Dans le même temps, le sénateur de Haute-Garonne, l'un des rapporteurs, déclarait que les glyphosates étaient moins cancérigènes que la charcuterie. Que pensez-vous de cette polémique, Nathalie Delattre ? Pierre Medviel s'en est expliqué auprès de nous en disant qu'il s'était senti piégé par rapport effectivement à la question du journaliste. On peut dire qu'il a été très maladroit. C'est vrai que cette étude était là pour montrer si les protocoles de ces agences étaient fiables, pour indiquer si un produit est effectivement dangereux ou pas. Et nous appelons tous d'ailleurs à ce que effectivement ce rapport puisse rassurer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une agence nationale de la sécurité alimentaire, l'ANSES, et quand effectivement on parle du glyphosate, on nous dit oui, mais l'ANSES donne des précautions, des préconisations d'usage, mais ne l'interdit pas. C'est vrai que les agriculteurs répondent, si c'était très dangereux, l'ANSES devrait le supprimer, comme elle l'a fait sur d'autres produits. Mais je voulais revenir aux analyses d'urine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut retrouver de tout dans les analyses d'urine. Il ne faut pas forcément corréler avec l'agriculture. Les particuliers ont aussi des pratiques et utilise ces produits. Et puis, on ingurgite ou on mange des produits qui viennent de l'étranger. Je vois la cerise. Le diméthoate avait été interdit en France. On se procurait des cerises venues d'Espagne qui étaient effectivement, qui avaient baigné dans le diméthoate. Donc, quelque part, ça peut venir également de notre consommation. Effectivement, de notre consommation. Je crois qu'il ne faut pas toujours charger, faire de l'agribashing française. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos agriculteurs ont énormément de défis à relever. Ils ont le souhait de le relever et je pense qu'il faut les encourager. Mais c'est important, effectivement, de faire remonter ces problématiques pour la prise de conscience. Vous regardez 20h le rattrapage, notre invitée Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde, et nous parlons de ce qui va faire l'actualité la semaine prochaine, à savoir les élections européennes. Une des questions récurrentes lorsqu'on parle de l'Europe, et à quoi sert, où va son argent. Voici des exemples concrets en Pays Basque.
Ce saucisson basque a un petit goût d'Europe. Il a été fabriqué à la charcuterie Maïté, installée depuis 1877 à Saint-Jean-le-Vieux. Une entreprise qui a triplé en une décennie son chiffre d'affaires en se modernisant grâce à un fonds européen pour le développement régional, le FEDER. Les jambons circulent sur des rails. Donc avant, tout ça, on le faisait que à la main, un par un. Alors là, on bouge 24 à 48 jambons d'un coup. Après des premiers travaux subventionnés en 2008, la charcuterie a bénéficié en 2017 d'une aide de l'Europe de 600 000 € sur 4 millions d'euros d'investissement. Sans subvention européenne, sur notre croissance, on aurait perdu 10 ans. Voilà. Parce qu'il aurait fallu investir nous-mêmes. On aurait été plafonné par l'activité et puis surtout par les banques. En finançant la rénovation du séchoir à jambon et ici la construction d'un atelier de fabrication et d'expédition, l'enveloppe européenne a favorisé dans cette zone rurale des emplois. On est passé de 10 à 20. Voilà, on a doublé le nombre de salariés, puis dans des conditions de travail qui n'ont rien à voir avec celles qu'on avait en 2008. Ici, on travaille avec 26 fermes. Ça a quand même un impact qui n'est pas négligeable pour Garassi-Baïgori. Les fonds européens sont multiples. Actuellement, ils financent par exemple à 65% une véloroute entre Bayonne, Pampelune et Saint-Sébastien qui coûtera 9 millions d'euros. Un dossier transfrontalier porté par le conseil départemental. L'esprit de ces financements communautaires, c'est création d'emplois, dynamisation des entreprises, réduction des disparités territoriales. Avec ces aides de l'Europe, la communauté d'agglomération du Pays Basque porte aussi une cinquantaine de dossiers concrets. Pôle d'échange multimodal de la gare de Bayonne, espace aquatique à Saint-Jean-Pied-de-Port ou encore dispositif pour mesurer la houle. Sur la période de notre mandature, on peut estimer que nous arriverons à consommer de l'ordre de 25 à 27 millions d'euros de crédits européens. Donc c'est un levier très très fort pour les politiques publiques. L'Europe est partout, même sur la Rune où elle a financé un enclos pour Potioc. Nathalie Delattre, on voit que l'Europe, à travers ce reportage, peut faire beaucoup pour les territoires. Pour autant, ces élections ne passionnent pas les foules. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons trop longtemps, et notamment les élus locaux, dit que l'Europe était fautive de tout ce qui pouvait nous arriver de mal. Et donc on a énormément aujourd'hui de mal à remonter la pente par rapport à l'image que l'on a donnée de l'Europe. Et on le voit bien pourtant, c'est une Europe qui, grâce à la mutualisation des fonds, peut intervenir dans nos politiques du quotidien, dans notre vie quotidienne. C'est vrai que nous consommons très peu les fonds européens. Nous sommes les plus mauvais élèves de la classe, alors qu'on le voit à côté. L'Espagne a des infrastructures routières formidables parce qu'elle a su utiliser ces fonds européens. Nous, c'est toujours très compliqué, très complexe. Pourquoi ? Parce que l'administration est compliquée ? Oui, c'est cela. Les dossiers sont extrêmement compliqués. C'est la France qui les produit et qui s'autocensure quelque part. Mais je pense qu'il y a toujours cette idée que la France, un des pays piliers, n'a pas forcément besoin de l'Europe pour savoir-faire. C'est un tort parce qu'on voit que c'est un formidable levier, comme le disait un élu, et une dynamique. On le voit sur des pays voisins, c'est formidable ce que l'Europe a pu faire. Alors je vous propose de commenter cette image. C'était en milieu de semaine en Corrèze, à Brive, mais aussi à Malmort, des gilets jaunes qui ont vandalisé des affiches de la République en marche, disposant par-dessus des photos de manifestants blessés lors de manifestations. Est-ce que, selon vous, ces élections européennes ne seront pas rattrapées par des questions de politique intérieure, tout simplement ? Oui, effectivement. Je pense que l'enjeu était pour beaucoup cela, c'est-à-dire qu'on corrèle les élections européennes avec... Un référendum pour Emmanuel Macron, voilà, en quelque sorte. Pour ou contre, tout à fait. Donc je pense que c'est l'exemple qu'il souhaite donner, que certains gilets jaunes, en tout cas, souhaitent imposer et donner. Je trouve ça triste et malheureux parce que les enjeux des européennes, c'est vital demain, les européennes. Nous avons la PAC pour la Gironde, ou en tout cas la Nouvelle-Aquitaine. C'est très important comme dossier. Nous avons à négocier aussi les fonds de l'insertion, de l'emploi, de la formation. Ce sont d'énormes budgets. Il nous faut des élus qui sont convaincus par l'Europe, des élus qui ont un savoir-faire, et pour que la France puisse négocier au mieux ces fonds-là. Je trouve triste, effectivement, que l'on en arrive à ces gestes qui n'apportent rien au débat démocratique.
Cette histoire à présent de cybercriminalité, la moitié des stations essence Avia fonctionne actuellement au ralenti. La maison mère, la société Picotti, dont le siège est installé à la souterraine en Creuse, est victime depuis le début de semaine d'une attaque informatique qui paralyse une partie de ses activités. On a un problème avec les cartes, mais si vous payez en espèces, je vous débloque la pompe. Dans les 300 stations-service du groupe Picotti, les terminaux de cartes bancaires fonctionnent avec difficulté. Conséquence directe de la cyberattaque qui a touché les serveurs de l'entreprise. 80% de ces fichiers informatiques ont été cryptés. Des dégâts qu'aujourd'hui encore, les personnels s'emploient à réparer. Ce qui est important, c'est de comprendre de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour éviter qu'une telle chose se reproduise. Les pirates informatiques ont réclamé une rançon à la société Picotti. On parle de 500 000 €, somme que la direction du groupe ne confirme pas. Les responsables de l'entreprise creusoise ne souhaitent pas commenter. Ça fait partie du fonctionnement de la cybercriminalité, mais ce n'est pas un sujet sur lequel je souhaite débattre pour le moment. Dès samedi, le groupe Picotti a déposé plainte à la gendarmerie de Guéret. L'enquête a été confiée au parquet de Paris et à une cellule spécialisée en cybercriminalité de la gendarmerie de Bordeaux. Une cyberattaque pénalisante pour l'entreprise, mais sans réel impact pour la clientèle de ces stations-service. Économie toujours avec ce nouveau bâtiment en construction pour Dassault Aviation à Mérignac en Gironde. La première pierre a été posée cette semaine à la clé. Plusieurs centaines de recrutements pour rapprocher les équipes de conception et de fabrication. Eux attendent toujours de pouvoir passer leur permis de conduire. À compter du 1er janvier, l'État s'était engagé à verser 500 € à tous les apprentis candidats au permis. Une aide non négligeable, mais 5 mois après, ils n'ont toujours rien touché. Léa est en contrat d'apprentissage automobile. À 20 ans, faute de moyens, elle n'a pas pu passer un permis de conduire, pourtant indispensable dans sa future profession. Je n'ai pas pu le faire avant, non. Le permis en soi, dans les auto-écoles classiques, il est assez cher, j'ai envie de vous dire. Et avec mon salaire d'apprenti, je ne peux pas tout payer. Un permis de conduire coûte en moyenne 1 200 €. Grâce à cette nouvelle mesure, elle recevra une aide non négligeable de 500 €. La chambre de métier versera cette somme à l'auto-école. D'accord. Et derrière, il ne vous restera plus qu'à réussir votre permis de conduire. Sur un CFA comme le nôtre, si on prend sur une année le nombre de jeunes qui atteignent les 18 ans sur l'année, ça représenterait 800 jeunes. Si on compte pour une aide à 500 €, ça représente un budget de 400 000 €. L'aide applicable depuis le 1er janvier n'a pas encore pu être mise en œuvre pour des questions administratives. Un retard à l'allumage préjudiciable pour les apprentis en fin de contrat. Il faut faire très vite parce que cette mesure est valable que pour les jeunes qui ont 18 ans et un contrat d'apprentissage. Il y en a qui vont terminer le contrat au mois de juillet ou août. On les a identifiés et l'objectif, c'est vraiment de les mettre dans le cadre pour que cette aide, ils puissent en bénéficier. D'autres aides de la région ou de certaines mutuelles peuvent se cumuler pour réduire le coût du précieux sésame. Voilà des lourdeurs administratives encore, Nathalie Delattre, du retard à l'allumage dans cette mesure qui paraît quand même essentielle pour ces jeunes. Ça devrait être depuis le temps, parce que c'est assez récurrent, une politique prioritaire de l'État. Je pense qu'il faut mieux effectivement payer le permis à une classe d'âge que de payer ensuite le RSA, plutôt que le RSA à les laisser à la maison alors qu'ils sont effectivement éloignés de leur point de travail. Donc ça fait longtemps que nous devrions adopter cette mesure de payer le permis à chaque classe d'âge. Autre mesure pour laquelle Édouard Philippe a choisi cette fois de lâcher du lest la limitation de certaines routes à 80 km/h, à charge désormais des présidents du département d'ajuster la vitesse sur leur réseau secondaire. Nathalie Delattre, c'est une mesure qui n'a jamais été comprise par les patrons des départements, mais aussi par les usagers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu effectivement d'annonce, il n'y a pas eu de concertation au préalable. Cette mesure n'est pas comprise. Les gens ont pensé qu'on les pénalisait, c'est-à-dire qu'on a mis encore plus... de moins de morts sur les routes, bien sûr, mais on voit que dans certains départements, ça a pu marcher. La Gironde, oui, nous avons sauvé 8 vies. Dans d'autres départements, ce n'est pas le cas, parce que des automobilistes se sont mis en danger, ont mis les autres en danger en les dépassant, parce que ce 80 km/h est une mesure mal comprise. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose au final dans ce cas de laisser, de permettre aux patrons des départements de choisir en tout cas, c'est une forte responsabilité morale qui est transférée. Au Sénat, nous avions voté une mesure qui était de dire il faut relaisser au préfet et au président de département
la possibilité de mettre du 90. Donc l'Assemblée nationale va revenir sur une partie de la mesure. Le gouvernement a demandé qu'on retire les préfets du dispositif, donc les routes nationales ne seront pas concernées parce qu'Édouard Philippe le dit, il assume cette mesure, il veut continuer à établir. Sur les départementales, bien sûr, c'est un transfert de responsabilité morale parce que s'il y a demain une vie supprimée parce qu'on vient de remettre un 90, ce sera très dur pour tout le monde. Et c'est vrai que je pense que l'État n'est pas à la hauteur de ses responsabilités dans ce dossier. C'était la semaine des visibilités partout en France. Les associations qui luttent contre l'homophobie et les discriminations liées au genre se sont particulièrement mobilisées avec ce message commun, alerter contre les agressions et les insultes dont ces groupes sont victimes. C'est le cas de Morgane, habitant de Cognac, qui a été physiquement attaqué il y a 3 semaines de cela. Voici son témoignage. Entourée par sa mère et son frère, Morgane, le bras en écharpe, porte toujours les stigmates de son agression. L'homme qui s'en est pris à lui ce soir-là, un habitant de sa rue, n'a pas caché les motifs de son agression. Avec les insultes homophobes qu'il y a eu, genre PD, tout ça, c'est PD. Et physiquement, il vous a agressé? Ah oui, physiquement, il m'a agressé, oui. Ça s'est passé comment? De quelle manière vous avez défendu comment? Je me suis défendu, il m'a mis un croche-patte derrière, en fait. Et après, c'est parti de là, il me poussait, il voulait me casser le bras. Donc, j'ai eu de la chance d'ailleurs. Donc de là, je me suis défendu, je lui ai mis un coup de poing. Sportif, Morgane a pu mettre en échec son agresseur. Il a néanmoins 3 mois d'arrêt de travail et un gros coup au moral. Sa famille le soutient aujourd'hui pour que cette affaire soit connue de tous. Il a été vraiment bouleversé, mon fils, alors qu'il a aucune histoire. Il est homo depuis l'âge de 15-16 ans. On a vécu pas mal à l'étranger. Et toujours, tout s'est bien passé. Et ici, c'est vrai que ça a été pour lui très choquant, en fait. Depuis ce soir du 27 avril, Morgane n'avait pas réintégré son appartement. Trop d'appréhension. Il était retourné dans le cocon familial. Une plainte a été déposée. Il tenait à se défendre jusqu'au bout. Pour prévenir les gens qui sont victimes d'agressions homophobes, de ne pas hésiter à porter plainte et de ne pas se laisser faire, surtout ça. Morgane, qui est un personnage public sur Instagram, a reçu de nombreux soutiens de ses 130 000 abonnés. Son agresseur sera jugé en novembre devant le tribunal correctionnel d'Angoulême. Direction le Festival de Cannes, à présent, à la croisée des mondes ou à la croisée des chemins pour les ex-salariés de GMS, de la Souterraine, héros, malgré eux, d'un film projeté à Cannes. Les applaudissements sont nourris et leur montée sur la scène est longuement saluée. Les critiques du festival ont visiblement apprécié le film de Lech Kowalski et ses acteurs, les ex-GMS, qui lui offrent leur palme d'or qu'ils ont fabriquée, eux, ces ouvriers de la métallurgie, bouleversés d'être là, dans ce monde de paillettes. Ça nous touche, quoi, de faire voir en fait notre lutte filmée par quelqu'un qui est un artiste pour moi, Lech Kowalski. Et en fait, c'est de dire, en faisant une lutte pour une chose qui est très importante pour nous, parce que c'était notre travail. Et notre travail, c'est notre vie, quoi. Et regardez où ça nous mène, quoi. Et justement, on va tout péter, retrace leur révolte et leur impuissance à changer le cours des choses. On est en train de revendiquer le droit de travailler et de vivre. Parce que là, on est en train d'engraisser des gros porcs. Mais une fois la projection finie, les voici à nouveau sur le pied de guerre. Sur la croisette, ce n'est pas le grand bleu qui les attire. Ce qu'ils veulent, c'est défendre leur mode de vie, ici comme ailleurs. Les engagements de Renault et de PSA n'ont pas été tenus en 2018, ne sont pas encore tenus en 2019, et que M. Bruno Le Maire, qui disait si bien à les grandes radios qu'il allait faire en sorte que les engagements soient tenus, on s'aperçoit que 6 mois après, c'est toujours pareil, et que l'État s'est encore foutu de notre gueule. Malgré tout, les ex-GMS de la Souterraine doivent se plier aux conventions cannoises, les petits fours et les cocktails en privé, avec toujours en ligne de mire leur combat pour plus de justice sociale. C'est une vidéo qui a attiré votre attention sur les réseaux sociaux. Un chien d'aveugle en apprentissage s'est vu refuser l'accès à un magasin. C'est l'Instant Web. Assis. Voilà. Allez.
C'est vrai que sur le coup, c'est un petit peu choquant, on est un peu désemparé, on ne sait pas vraiment comment réagir. Mais après, on sait que ça peut arriver et que parfois certaines personnes ne sont pas forcément au courant de cette loi-là et on peut comprendre. Ça va bien? Salut, un coup de père. Par contre, je vais te laisser le gilet. On est désolé de l'altercation qui s'est passée dimanche. Et j'invite à cette personne de se représenter et de ne pas hésiter à venir me rencontrer. Connaissez-vous Maurice, Nathalie Delattre? Pas du tout. Maurice est un coq vivant à Saint-Pierre-d'Oléron. Son chant matinal agace des voisins qui ont porté plainte pour nuisances sonores. On regarde le reportage. Voici le coq de la discorde, Maurice, 4 ans, 2,5 kg et un chant à faire pâlir toute une basse-cour. Un chant qui pourtant est loin de faire l'unanimité car depuis 2 ans, Corinne, la propriétaire, se bat contre des voisins excédés, un couple de vacanciers. Eux, ils reprochent d'entendre le coq tôt le matin, point barre, c'est ça. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est d'entendre ce coq tous les matins. Ils disent qu'à partir de 4h30 et sans répit jusqu'au soir, le coq chante, ce qui est faux. Menaces, constat d'huissier, assignation en justice, selon Corinne, les actes sont disproportionnés. Surtout que depuis peu, Maurice ne chante plus ou presque. Impensable donc de s'en séparer. Voilà. Calme-toi. Tu vois, tout va bien. Je me dis, c'est comme un petit chien, on en est en adoration. Et je me dis, si vraiment j'en ai les moyens, je le garderai. Maintenant, si ça me pousse au tribunal pour une fortune, j'aurai pas le choix que de m'en séparer. Corinne a reçu pourtant le soutien de nombreux riverains et même du maire de Saint-Pierre-d'Oléron. Il y a 1 an, il prenait un arrêté municipal pour rappeler le caractère rural de sa commune. Aujourd'hui, j'ai un coq. Demain, ça sera la mobilette du voisin. Après-demain, ça sera le linge qui est étendu, qui me gêne et qui cache ma vue, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Malgré ces mesures, rien n'y fait. Les plaignants réclament le départ du gallinacé. Prêts à aller jusqu'au bout de leur démarche, ils ont même obtenu un procès qui se tiendra devant le tribunal d'instance de Rochefort le 6 juin prochain. Quant à Corinne, elle vient de déposer plainte pour harcèlement à la gendarmerie. Voilà pour cette situation ubuesque. Nathalie Delattre, un mot sur Maurice? Oui, je suis très triste pour cette dame. Et effectivement, je pense que quand on ne supporte pas la campagne, il faut aller ailleurs en vacances. Mais effectivement, c'est vraiment ubuesque. Et laisser la justice et ses voisins peut-être un peu tranquilles. Ainsi se termine cette émission. La tradition, je vais vous demander donc une image qui a retenu votre attention de l'actualité présentée lors de cette émission. Quelle pourrait être Dassault, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, et pourtant il faut en parler, je pense, parce qu'aujourd'hui, nous consolidons avec l'arrivée de Dassault un pôle qui était déjà fort. C'est vrai qu'on pense toujours à Toulouse, mais Bordeaux est effectivement aujourd'hui une filière affirmée de l'aéronautique et de l'aérospatiale, civile et militaire. C'est quand même avec Dassault, le campus de Thales, Airbus, Safran, Ariane, c'est quand même 10 000 emplois dans les 10 ans à venir. Donc c'est énorme pour nous et c'est une véritable chance. Donc je pense que c'était une image très importante. La pose de cette première pierre, mais aussi des constructions à venir. Ça se centralise beaucoup sur Bordeaux. C'est vrai qu'à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on peut penser peut-être que Bordeaux, c'est un la petit métropole peu est au-delà. Je pense que de toute manière, ils vont avoir besoin d'étendre leur périmètre. Je pense que nous irons effectivement au-delà. Mais cela montre cette volonté aujourd'hui d'asseoir cette filière effectivement dans notre Nouvelle-Aquitaine. Merci en tout cas d'avoir parcouru avec nous l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle donc que vous êtes sénatrice de la Gironde. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. À très vite.